Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien dans le fond? Oui. Voilà, alors nous sommes vraiment très heureux à la Fondation Le Jeune de vous accueillir tous et toutes ce soir. Pour nous, c'est vraiment un grand moment parce que le désir de former le personnel de santé, les médecins, et infirmiers, sages-femmes remonte à de nombreuses années. Et nous avons été souvent contactés par ces personnes nous disant leur perplexité devant certaines situations de soignants, parfois des situations de souffrance aussi, avec les progrès techniques, l'évolution législative, et puis parfois, comme soignants, des nouvelles questions éthiques voilà, qui se posaient. Et donc nous réfléchissons depuis de nombreuses années à cette formation. Et voilà, donc cette année, nous vous proposons cette formule pour à la fois approfondir les fondamentaux anthropologiques et puis des fondamentaux scientifiques, et toujours à l'aune de l'actualité scientifique. Donc ça, notamment grâce à Monseigneur Ciodo, mais que je vous présenterai après, qui est toujours à la pointe de l'actualité scientifique. Donc ça vous permettra de réfléchir toujours par rapport aux derniers progrès de la science. Alors, pour vous présenter un peu, là, ce soir, vous êtes 60, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais vous êtes 60 inscrits en présentiel et il y a 100 personnes qui suivent ce cours en e-learning sur le campus online. Donc, je salue, voilà, parce qu'ils ne sont pas avec nous, ils aimeraient beaucoup, mais ils sont loin. Donc, dans toute la France, on a aussi quelques personnes à l'étranger. Donc, en Suisse, il y a un petit groupe en Suisse, au Canada, en Belgique et puis en Afrique. Tout un groupe en Côte d'Ivoire et une personne aussi du Bénin. Voilà. Et puis malheureusement, nous avons dû couper les inscriptions, fermer les inscriptions la semaine dernière parce qu'il y avait trop de demandes. Et donc comme on aimerait quand même avoir un petit suivi personnel avec vous, si on peut, si on y arrive, voilà, on est obligé d'arrêter. Donc nous arrêtons à 160 étudiants. Nous aurons 2 journées, comme vous le savez dans le programme, 2 samedis. Et nous espérons pouvoir accueillir certaines personnes qui suivent en e-learning au cours de cette journée du samedi pour que vous puissiez vous rencontrer. Alors vous êtes tous ensemble, mais ces personnes-là sont très demandeuses. Donc on essaiera de trouver un espace plus grand pour avoir toute une journée ensemble. Pour ceux qui ne savent pas du tout où ils sont, alors d'abord je voulais vous dire que j'ai reçu toutes vos lettres que j'ai trouvées vraiment toutes très belles, et, pour plein de raisons différentes, mais vraiment oui, qui m'ont beaucoup touchée, de voir votre engagement, votre volonté vraiment d'apporter le meilleur à vos patients. Donc je parle essentiellement pour vous, personnel de santé, pour que vous voyez un peu qui vous êtes tous. Sur 160 étudiants, vous êtes à peu près 95% personnel de santé. Donc médecins, étudiants de médecine, infirmiers, sages-femmes. Et puis il y a quelques ingénieurs, philosophes, anthropologues, juristes. Voilà, mais une toute petite minorité. On a ouvert aussi à ces personnes parce que c'est intéressant pour elles et pour nous dans les discussions. Voilà, mais du coup, je m'intéresserai en particulier au personnel de santé pour laquelle est faite cette formation. Donc voilà, pourquoi la Fondation Le Jeune fait cette formation? Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais dire 2 mots sur Jérôme Lejeune. Je vous rassure, hein, je ne fais pas la conférence, ça va être Monseigneur Seudo. Mais je vous dis 2 mots sur Jérôme Lejeune pour les quelques personnes qui ne connaissent pas. Je crois qu'une grande partie d'entre vous connaissent, d'après vos lettres. Donc on doit au professeur Lejeune la découverte de la trisomie 21, donc en 1958, et puis ensuite d'autres maladies chromosomiques comme la maladie du cri du chat, et puis par exemple la notion de type et contre-type pour les généticiens parmi vous, ça vous parlera. Et c'est pour lui qu'on a fondé la première chaire de cytogénétique en France et donc dans le monde. Et c'est lui qui a fait en sorte que la génétique sorte de la pédiatrie, devienne une discipline à part entière. Alors vous voyez, aujourd'hui, ça va vous paraître incroyable, mais ça, c'était il y a seulement 50 ans. Donc il était vraiment un pionnier de la génétique moderne. Et il a eu une très, très grande consultation. Il y avait près de 10 000 patients qu'il a suivis à l'hôpital Necker. Et à sa mort, son service a été pris par le professeur Munich, que vous connaissez peut-être aujourd'hui. Et ce qui touchait beaucoup chez Jérôme Lejeune, c'est à la fois son expertise et son expertise scientifique, vraiment oui, de très, très haut niveau, très grande qualité. Et donc ça tire vers le haut, voilà, quand on veut faire de son mieux. Et puis surtout le regard qu'il portait sur les patients.
et la force qu'il transmettait aux patients et à leurs parents. Voilà. Et vraiment, on peut dire que, je pense sincèrement qu'il aurait été prêt à donner sa vie pour chacun de ses patients. Donc il ne voyait pas un malade, il voyait d'abord une personne infiniment aimable. Et le regard qu'il posait sur ses patients, évidemment, touchait les patients et touchait les parents qui repartaient avec une force nouvelle. Voilà. Et tout ça vous explique pourquoi, quand il est mort, en 1994, il y a eu une espèce de grand vide pour la vie de ces patients handicapés mentaux, donc les trisomiques, mais pas seulement, toute maladie chromosomique. Et aussitôt, certains médecins et beaucoup de familles se sont réunis en disant on veut poursuivre son œuvre. Et c'est comme ça que la Fondation Jérôme Lejeune a été créée, donc juste après sa mort, en 1996. Et la Fondation a créé une consultation spécialisée pour les personnes handicapées mentales. Donc les personnes avec on appelle une maladie chromosomique, c'est le mot que nous employons ici, puisque derrière maladie, il y a la notion peut-être de traitement. Et donc le but de Jérôme Lejeune, et notre but, c'est de trouver un jour un traitement pour guérir les personnes porteuses de trisomie 21. Donc la Fondation aujourd'hui continue ce travail avec l'Institut Jérôme Lejeune, dont vous avez peut-être vu dans le hall certains panneaux. Et là, vous voyez par exemple un médecin de l'Institut qui reçoit une de ses patientes. Et l'Institut a 8500 patients, donc c'est la plus grosse consultation au monde de personnes handicapées mentales. Et donc il y a toute une partie recherche aussi, on finance des programmes de recherche dans le monde entier. Et là, il y a un programme de recherche qui vient d'être lancé, la conférence de presse était avant-hier ici même, Respire 21, donc avec Necker et la PHP, pour les enfants trisomiques 21 qui souffrent d'apnée du sommeil. Voilà, pour vous situer un peu le contexte de la Fondation et l'Institut Jérôme Lejeune, et pourquoi nous avons ce désir de transmettre à la fois l'excellence scientifique reçue donc dans l'enseignement français, mais aussi avec le regard de Jérôme Lejeune, qui s'inscrivait vraiment dans la tradition de la médecine hippocratique. Et moi, j'aime à dire maintenant la tradition de la médecine de Lejeune que nous avons envie de vous transmettre. Voilà. Donc, qui prend ses racines chez Hippocrate et qui arrive jusqu'à vous aujourd'hui. Voilà, donc en quelques mots pour vous situer. Et puis vous dire que grâce à Monseigneur Ciodo, que je vous présenterai juste après, nous avons créé un centre de bioéthique, donc par derrière, je vous montrerai quand vous voudrez y aller, qui sera ouvert le mardi après-midi et le mercredi matin. Et vous aurez accès à 150 000 publications scientifiques. Et toutes les dernières publications scientifiques qui sortent, voilà, Monseigneur Ciodo les prend, les imprime, les classe par thème, plus toute une bibliothèque avec des sujets d'éthique. Donc tout ça, c'est en accès libre pour vous. Donc tous les mardis après-midi et mercredi matin, si vous souhaitez avoir accès à toute cette documentation scientifique et éthique, et Monseigneur Ciodo sera souvent là le mercredi matin, vous pourrez aussi le rencontrer et lui poser vos questions si vous le souhaitez. Voilà. Mais je vous redonnerai toutes les modalités pratiques sur le sujet un petit peu plus tard. Et alors maintenant, je voulais d'abord passer la parole à Jean-Marie Leméné, qui est le président de la Fondation Jérôme Lejeune, et qui est aussi accessoirement le gendre du professeur Lejeune, mais je pense qu'il ne va pas tellement vous parler de sa famille, mais plutôt de la Fondation, en 2 mots. Ce serait quand même un sujet que je parle de ma famille aussi, mais c'est un autre sujet. Juste un tout petit mot pour ne pas rallonger, parce que Aude a déjà tout dit, et Aude a parlé de l'excellence, Aude a parlé de Jérôme Lejeune, Aude a parlé de l'Institut, de la création de l'Institut par la Fondation il y a 20 ans. Donc tout ça a été très bien dit par Aude. Donc moi je me réjouis aussi de cette première masterclass de la rentrée, et je suis très impressionné de cette assemblée très féminine quand même, il faut le dire. Le corps enseignant, ça sera plus masculin, mais on n'arrivera jamais à compenser quand même. J'insiste juste sur un point, c'est que ça fait longtemps, et d'ailleurs Aude a participé à l'aventure, ça fait longtemps que la Fondation Jérôme Lejeune s'intéresse aux questions d'éthique biomédicale, de bioéthique. Parce que notre activité médicale et scientifique, elle pose évidemment des questions éthiques, comme beaucoup de questions médicales et scientifiques, mais encore plus peut-être celles que nous traitons, puisque le retard mental d'origine génétique, la trisomie 21, pose des questions morales très très rapidement. Bon, je ne rentre pas dans le détail, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Donc ça fait très longtemps qu'on ne peut pas ne pas accompagner ce que nous faisons sur le plan scientifique et médical d'une parole, d'un discours éthique sur les questions que nous traitons sur le plan
professionnelle, médicale, technique, scientifique. Et on avait commencé il y a presque 20 ans avec Aude, en 99, quand on a créé un premier site de réflexion sur les questions de bioéthique à partir d'une revue de presse quotidienne. Et depuis presque 20 ans, 99, hein, c'est ça ? Depuis 1999, on fait une revue de presse quotidienne sur les questions de bioéthique, qui s'est considérablement étoffée, puisque maintenant on a accès grâce à Internet à des quantités de sites anglo-saxons, et vous pouvez consulter ça gratuitement sur génétique.org, génétique avec TH, donc c'est un jeu de mots, c'est une faute d'orthographe, mais exprès. Et voilà. Et puis ça faisait longtemps aussi que nous voulions concrétiser ça d'une manière encore plus formelle à travers un enseignement, Aude vient de le dire. On n'a pas pu le faire pour des quantités de raisons. D'abord parce qu'on s'est essentiellement concentré sur la création de la consultation avec des anciens élèves de Jérôme Lejeune d'ailleurs. Donc la chaîne, l'irrigation de l'enseignement de Jérôme Lejeune est d'abord passée dans le secteur professionnel médical que nous sommes censés servir en premier. Et puis on s'est dit, mais un jour, il faudra qu'on fasse autre chose et qu'on fasse en plus une formation pour des jeunes. Alors, des étudiants ou des jeunes professionnels, ou voire plus. Mais on a mis un certain temps à s'y mettre, parce qu'encore une fois, on avait d'autres choses à faire. Et puis, maintenant, on s'est beaucoup interrogé avec Aude aussi et l'équipe de la Fondation pour savoir sous quelle forme on le faisait. Parce qu'il y a pas mal d'initiatives concurrentes et de très bon niveau et de tout à fait intéressantes en bioéthique, en formation. Il y a des formations qui existent, il y en a d'autres. Et il y en a plus maintenant d'ailleurs qu'il n'y en avait il y a 20 ans, beaucoup plus. Et depuis 20 ans, il y a eu les 3 lois de bioéthique, etc. Donc en fac, on enseigne ça, dans les préparations en médecine aussi. Enfin bon, bref. Et puis il y a des associations, amis, qui font aussi des choses très bien. Et en fait, on a quand même défini notre axe en insistant beaucoup sur la spécificité de ce que nous voulions faire, c'est-à-dire une exigence. Alors au niveau des cours d'abord, c'est pas des cours pour débutants. On a demandé que les participants aient déjà un certain niveau universitaire ou de formation pour ne pas arriver complètement vierge et ignorant sur ces questions-là, qu'on ne reparte pas de zéro. Il y a une exigence au niveau du programme, avec, comme l'a dit Aude, quelque chose de très, très collé en même temps à l'actualité, mais très exigeant sur le fond. Vous allez voir, on va rentrer vraiment dans des questions très pointues. Une exigence au niveau des enseignants. Avec M. Ciodo, vous avez un puits de science. Et donc, et une exigence aussi au niveau de la filiation par rapport à Jérôme Lejeune, enfin Aude l'a dit aussi, c'est-à-dire que l'héritage hippocratique, il est là et on n'évacue aucune question, on abordera tout ça dans le détail. Donc je suis très, très content qu'on soit arrivé à ce produit. Enfin, c'est vous qui allez le faire vivre, ce produit fini. C'est nous un petit peu, les Aude et l'équipe enseignante, là, mais c'est votre présence et vos réactions qui vont nous encourager à continuer. Donc je voudrais remercier Aude pour tout ce travail fourni, parce qu'elle est rentrée de Rome il n'y a pas très longtemps, et en 6-9 mois, c'est ça, hein, à peu près, bientôt un an, elle a réussi à monter ce cours. Je remercie beaucoup aussi Monsieur Ciodo, qui, lui, n'habite pas à Paris, est un voyageur ailé, qui vient très souvent, presque sur un coup de sifflet, pour nous aider, et il l'a fait avec beaucoup de talent, vous allez le voir. Et je remercie aussi la Fondation qui, bien sûr, aide et finance, comme d'habitude, puisqu'elle ne sait faire que ça, pratiquement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et excellente année à vous tous et à vous toutes. Pardon, c'est moi qui reprends au vol, Jean-Marie. Alors maintenant, vraiment, la star de la soirée, donc c'est Monseigneur Ciodo, qu'enfin je vous présente. Donc Monseigneur Ciodo est le directeur scientifique de cette formation. Alors, Monseigneur Ciodo, avant d'être prêtre, quand je dis avant, c'est par ordre chronologique, je vous le présente, donc était médecin, chirurgien, spécialiste sur les transplantations d'organes, et travaillait au NIH, au National Institute for Health, donc aux États-Unis. Puis, il est devenu prêtre. Puis, il a été directeur scientifique de l'Académie pontificale pour la vie, donc à Rome. Et voilà, donc c'est un amoureux de la science, qui a en plus la chance d'avoir une très grande mémoire. Donc je pense qu'il y a à peu près toutes les publications qui sortent. Il les screen et il les retient. Et puis donc il va vous les transmettre. Voilà. Bonsoir vous tous, c'est impressionnant cette assemblée. Et le début, c'est toujours peut-être difficile parce que le topo de ce soir ne va pas être extrêmement passionnant. C'est un topo qu'il faut faire qui passe par l'histoire.
Parce qu'on ne peut pas comprendre la bioéthique sans avoir compris son histoire. Aujourd'hui, beaucoup de gens fonctionnent en bioéthique comme si elle était là, hein, sans se poser, et comme si c'était un matériel tout fait. Non. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, ils sont expliqués par toutes ces péripéties. Alors, la première chose à faire, c'est de donner une définition. Eh bien, à vrai dire, il n'y a pas de bonne définition, parce que si on prend le mot lui-même, il ne signifie pas grand-chose. Éthique de la vie, rien de plus vague. Alors, une définition à peu près correcte est donnée par l'Encyclopedia of Bioethics du Kennedy Institute, on y verra tout à l'heure, qui vous présente la bioéthique comme l'étude systématique de la conduite humaine dans le cadre des sciences de la vie et de la santé, examinée à la lumière des valeurs et des principes moraux. Alors, ceci dit, une étude systématique, et donc c'est une science. Alors, science, ça veut dire qu'elle a une organisation, elle a des moyens d'investigation et aussi des moyens d'autocorrection. Donc, elle va avoir des critères de jugement et une base philosophique. Et des critères de dénonciation, de falsification. Alors, cette étude concerne une conduite humaine, un agir humain, mais qui est très particulier parce qu'il s'agit d'un agir dans le cadre des sciences de la vie et de la santé, donc de la médecine et de la biologie, et pas seulement d'un seul côté, par exemple du côté du médecin, mais des deux côtés, de l'employeur et de l'employé, dont l'usager et du médecin lui-même. Car tout le monde est concerné un petit peu par la problématique qui s'y pose. Et comment fait-on cette étude? À la lumière des valeurs et de principes moraux. Et c'est donc une morale qui va qualifier les actes médicaux en fonction de notions de bien et de mal, et va essayer d'indiquer la voie du bien. Alors, ceci dit, ce terme et ma définition posent des problèmes. Pourquoi? Parce que le terme bioéthique est extrêmement vague. Il est trop vague. On peut tout y mettre. Jean-Pierre Changueux, qui a été président du comité d'éthique français longtemps, lui préférait le terme d'éthique biomédicale, qui est au moins plus net. C'est une éthique qui concerne la biologie et la médecine, et donc dans toutes les questions morales, sociales et juridiques, voire économiques, que ces deux aspects, que ces deux sciences posent. Moyennant quoi, le terme de bioéthique est gardé et restera, et il n'est pas sans intérêt, parce qu'il montre que cette fameuse science, elle est en fait un carrefour, elle est multidisciplinaire. Il y a rarement autant de sciences qui soient aussi multipliées. Et d'ailleurs, ça explique une partie des difficultés qu'on a en parlant, par exemple, au comité d'éthique du Conseil de l'Europe, puisqu'on va avoir des gens qui vont venir du côté législatif et qui vont avoir une structure mentale de législateur, des gens qui vont venir de l'anthropologie ou de la philosophie et qui vont s'intéresser aux actes humains, et puis des gens qui vont venir de la médecine et qui s'intéressent au traitement et aux choses très concrètes. Et tous ces gens-là doivent pouvoir échanger, discuter et se comprendre. Deuxième intérêt du mot, c'est que les confins de la bioéthique sont flous, et volontairement flous. Aujourd'hui, de plus en plus, la bioéthique s'ouvre, par exemple, sur toutes les questions écologiques, en tout cas à l'écologie humaine, les questions de l'environnement. Alors, je ne vais pas en parler, j'en parlerai plus tard, et la clé, c'est la découverte de l'épigénétique, qui nous a montré l'influence de l'environnement sur le corps humain, et donc ouvre des perspectives qui étaient ignorées avant. Alors maintenant,
le deuxième problème de la bioéthique, c'est que justement c'est une éthique. Et l'éthique, elle est centrale. Seulement, c'est une éthique où il y a plusieurs éthiques. Les gens qui rentrent dans la bioéthique ont des points de vue différents. Et souvent irréconciliables. Ce qui fait qu'on pourra parler d'une éthique hippocratique, c'est-à-dire je vais y arriver, d'une éthique fondée sur la morale naturelle, d'une éthique de type utilitariste pragmatique, d'une éthique de type libéral, où on va insister sur la liberté, l'autonomie du sujet, une éthique personnaliste, où on s'intéressera à la personne humaine dans sa totalité, et toutes ces éthiques ont bien du mal à se parler. On part de points de vue différents. Et donc, la clé du fonctionnement de la bioéthique, ce sera non seulement la communication, mais la négociation constante. Il faut se parler, se comprendre, arriver à des solutions de compromis, arriver à qui sont jamais tout à fait satisfaisantes et admettre parfois qu'il y a échec. Alors, il faut quand même remonter au début, et ce qui est caractéristique de cette bioéthique, c'est qu'elle est très calme, au fond. Durant 2000 ans, pratiquement, elle est stable. Rien ne change, le médecin est à une position claire, et puis, à partir de la fin du XIXe siècle, les choses commencent à s'accélérer. Et elles continuent toujours à s'accélérer, au point de devenir déroutantes. Donc, l'origine est importante. Ces racines sont en fait très anciennes. À partir du moment où il y a eu de la médecine, il y a eu une bioéthique. Et on peut dire qu'il y a deux parties, deux aspects dans la bioéthique. On a une réflexion éthique générale, qui au départ a été d'inspiration religieuse et puis philosophique, et cette réflexion développe des principes et des approches. Mais ce n'est pas elle qui a été première. Ce qui a été premier, d'abord, c'est la déontologie médicale, c'est-à-dire la bonne pratique. La médecine a commencé par une question: comment bien traiter mon malade? Une question extrêmement pratique. Et à partir de cette question très concrète, la pratique est allée rechercher dans la religion, dans la philosophie, des bases pour se développer. Alors, on va prendre la première base philosophique de réflexion, et tout a commencé par là, qui est la loi morale naturelle. Je ne vais pas vous la traiter, on vous la traitera plus tard, le docteur Pupink, mais simplement je vais faire un survol. Pourquoi cette loi morale naturelle est importante? Parce qu'elle nous parle de l'homme. Alors, dans la morale naturelle, on conçoit effectivement le monde créé, et un monde créé de façon harmonieuse, où chacun a sa place, a une nature qui a un bien, et tous ces êtres créés peuvent cohabiter, chacun poursuivant son bien. Alors, la loi morale naturelle, elle est constituée par l'ensemble des exigences d'ordre moral et juridique qui découlent de la structure même de la nature humaine. Et c'est ça l'intérêt de la loi morale naturelle qu'aujourd'hui on rejette d'un coup de main sans rien y comprendre. La loi morale naturelle pose la question: quel est le bien de l'homme? Qu'est-ce que l'homme fondamentalement désire? Et pas simplement combien je veux gagner ou combien de temps je vais être en bonne santé. Non, un ensemble total, holistique. On voit l'homme dans toutes ses dimensions, et c'est ça qui est important. Et en même temps, elle examine l'homme à l'aube, non pas du sentiment, mais de la raison, de cet outil qu'on a en nous, qui nous permet d'investiguer, de rechercher, d'approfondir. Alors, les Grecs ont développé la morale naturelle, mais ce n'était pas leur affaire tellement.
il voyait l'opposition entre ce qui était la force de la loi, le nomos, et la force de la nature, la physis. Mais pour un grec, ce qui était bon, c'était le nomos, c'était la loi, c'est Aristote. Ceux qui vont vraiment développer la morale naturelle, ce sont les stoïciens. Alors il faudrait parler un peu du stoïcisme. Ça a été une grande philosophie, le stoïcisme. Dans le stoïcisme, on voit le monde comme un tout organisé. On ne sait pas s'il y a beaucoup de dieux, pas de dieux. Il y a une divinité qui n'est pas dans la création, ce n'est pas un panthéisme. Dieu n'est pas dans les choses créées, mais cette divinité a fait ce monde harmonieux où chacun a sa place. Si l'être vivant créé suit la loi de sa nature, il est moral. Il n'y a pas de différence entre suivre les tendances qu'on trouve dans notre nature et le bien. Et c'est ça la grande vision du stoïcisme. Ce qui fait que la loi morale naturelle, c'est la loi de l'univers, du cosmos. Et pour l'individu, c'est la loi qu'il trouve en lui qui lui permet de vivre harmonieusement dans ce cosmos, d'y trouver sa place. Et la grande idée du stoïcisme, c'est cette notion d'harmonie. Il faut que l'être vivant respecte le monde autour de lui pour être lui-même respecté. Aujourd'hui, avec le développement de l'écologie, on retrouve tout à fait ce genre de perspective. Respecter le cosmos. Alors, ça a été christianisé, ça a été repris par saint Thomas, qui a repris la même vision à partir du hébraïque, une création unique, mais dans laquelle on voit chaque être vivant poursuivre son propre bien selon sa propre nature. Alors, il y a un grand principe général. D'abord, la loi morale naturelle, ce n'est pas un instinct, elle est l'œuvre de la raison, et l'homme trouve en lui, par sa raison, le moyen de savoir où est son bien. Alors, il y a un grand principe très très vague, au point général, fais le bien, évite le mal. Alors, je vous dirai tout de suite que, à ceux qui nient la morale naturelle, que nous passons notre temps à qualifier les choses du point de vue éthique en bien et en mal. Tout est coloré. Depuis le chewing-gum en passant par la voiture, mais on colore tout. L'être humain colore tout de façon éthique, même s'il ne veut pas entendre parler d'éthique. Bien. Donc faire le bien, éviter le mal. Et ça, on sait ce que ça veut dire. Du point de vue pratique, nous trouvons en nous-mêmes un certain nombre de tendances, de désirs, de petites flèches qui nous dirigent vers un certain nombre de biens fondamentaux. Alors ces biens fondamentaux, leur caractéristique, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à les définir, puisqu'ils sont fondamentaux. Je vous pose une question. Vous allez acheter votre journal le matin, vous répondez à un bien fondamental qui est celui de la connaissance. Et je vous pose, mais pourquoi? À quoi ça vous sert? Votre journal, vous allez le jeter. Parce que je veux savoir. Et nous servons, et la ménagère dans sa maison va discuter avec sa voisine pour savoir ce qui se passe autour d'elle. Le principe de la connaissance, c'est un bien fondamental. Autre bien fondamental, l'amitié. Et pourquoi l'amitié? Pourquoi? Les chats sont très contents. Ils ne sont jamais amis entre eux. Ils sont toujours séparés. Alors pourquoi? Et là aussi, on ne pourra pas répondre. On sait que l'amitié est un bien fondamental, mais on ne peut pas l'expliquer. La beauté musicale, esthétique, pareil, un bien fondamental. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que vous trouvez ces statues belles? Et en plus, il y aura des différences. Donc, on a ces tendances fondamentales. Et l'intérêt de la morale naturelle, c'est qu'elle ne coupe pas l'homme en rondelles de saucisson. On a des biens fondamentaux qui sont tout à fait comme les autres animaux. La sexualité, par exemple, elle est un bien physique fondamental du corps. Puis on va avoir des biens qui correspondent plus à notre nature intellectuelle. Je vous ai parlé
de l'amitié, je vous ai parlé de la connaissance, je vous ai parlé de l'harmonie intérieure, hein, ces biens qui sont déjà à un niveau supérieur. Puis un troisième autre type de bien, on s'apercevra pour gagner et les biens du corps et les biens d'esprit, eh bien, il faudra développer des principes d'agir. Il faudra, par exemple, pouvoir entrer en communication avec l'autre. Il faudra pouvoir développer la notion de la liberté, etc. Donc, c'est une vision totale, globale de l'homme que propose la morale naturelle. Alors, le problème de la morale naturelle, et c'est bien pour ça qu'on l'a critiquée et abandonnée, c'est qu'elle suppose une métaphysique, c'est qu'elle suppose que notre vie n'est pas absurde, que l'on a effectivement des vecteurs, des tendances que nous n'avons pas créées, mais que nous trouvons en nous, et que si nous répondons à ces tendances, on sera heureux. Si nous allons contre, on sera malheureux. Ça veut dire que nous ne sommes pas nos propres créateurs. Et donc, cette morale naturelle repose sur une métaphysique. Si vous niez la métaphysique, si vous dites l'homme s'est créé lui-même, vous n'avez pas de morale naturelle. Et alors, vous aurez l'utilitarisme. Hein. Bien. C'est-à-dire une chute. Alors, quand ces tendances fondamentales, on commence à essayer de les préciser dans les actes, dans des actes concrets, là commencent les problèmes. Parce que chaque culture, chaque civilisation trouvera des lois, des applications différentes. Et là, vous aurez une grande variété, effectivement, d'applications, suivant les cultures, suivant les temps, etc. C'est ça qui fait la confusion. Quand les gens disent « mais regardez, un Japonais ne pense pas comme nous », ben oui, bien sûr, c'est la culture. Ça n'élimine pas du tout la morale naturelle. Mais dans les applications concrètes, il y a une grande variété. La loi de la nature, c'est la variété. On peut quand même définir un certain nombre de lois inscrites dans le cœur de l'homme, le sens du bien. Alors, on peut tout à fait le réduire à un bien parcellaire, moi, mais on a un sens de bien. Le respect de la vie humaine, on sait que la vie humaine est à respecter, même si j'élimine 1 million de personnes. Le devoir de rechercher la vérité, car la notion de la vérité est importante. Et la notion du mensonge, on l'a en nous. On sait très bien ce que c'est que mentir. Et l'enfant sait très bien quand il ment. Le respect de la liberté des autres, la justice et la solidarité. Nous ne sommes pas des chats. Notre bonheur consiste effectivement à tisser des réseaux. Une personne humaine n'est pas isolée. Elle est au milieu de réseaux. Et on tisse des réseaux et on est solidaire. Pour la bioéthique, eh bien, cette morale naturelle dit 2 choses. Le caractère sacré de la vie humaine, ce n'est pas moi qui me suis donné la vie. Je ne l'ai pas créée, je l'ai reçue. Je n'en suis pas le maître et possesseur, je l'ai reçue. Bien sûr, je peux déclarer que je suis maître et possesseur, hein, mais le fait est que la vie, elle est un don, et un don magnifique. Et deuxièmement, la dignité de la personne humaine. Alors c'est vrai que là, on touche à l'aspect métaphysique. On considère que l'homme a une dignité, non seulement parce qu'il est capable d'un acte moral, comme disait Kant, mais aussi qu'il y a en lui comme un reflet de ce grand tout, de ce tout autre, de cette intelligence supérieure, et qu'on sent. Et c'est ça, l'homme est un mystère à lui-même. Il est capable des choses les plus basses, il est capable de la bêtise la plus fondamentale, mais il est capable de réalisations incroyables, qui l'étonnent. Le premier principe de la philosophie, c'est cela, l'étonnement, savoir s'étonner. Bien, alors, cette loi morale naturelle, on peut dire, oui, mais d'accord, de toute façon, maintenant, on ne croit plus à Dieu, etc. Alors, ça n'a pas d'importance, c'est plus le métaphysique. C'est elle qui s'est inscrite dans tout ce qui touche les droits et les devoirs humains. Comme la morale naturelle nous dit la dignité de la personne humaine et sa liberté,
Dès que les civilisations ont commencé à se développer, elles se sont données des codes de conduite. Alors je vais donner la liste, je ne vais pas faire le pédant parce que je le lirai. Il y a le code de Ur-Nammu, roi d'Ur, le code de Eshnua, celui qu'on connaît, c'est Hammurabi, roi de Mésopotamie. Alors ça, pour l'État islamique, ils n'aiment pas beaucoup parce que tout ce qui était avant l'Hégire, ça n'existe pas. Mais n'empêche qu'Hammurabi, il vivait en 1754 avant Jésus-Christ et il a donné un sacré code. Le décalogue, c'est l'expression même de la morale naturelle, avec ses 10 commandements. Mais vous voyez, le décalogue, c'est déjà une concrétisation dans 10 commandements. Et là, on aura des différences entre le décalogue, la façon de se comporter au Japon, etc. Deuxième application de la loi morale naturelle, les déclarations de droit. Ah, ça, c'est un bel épisode de l'humanité, ces déclarations de droit. Quand l'homme, faisant réflexion sur soi-même, réalisant que tout être humain est l'égal de l'autre, qui en fait pas quelqu'un de supérieur, fait une déclaration de droit pour affirmer l'égalité des personnes et leur droit à la liberté. Là, la première, une des premières, c'est la fameuse déclaration sur la liberté des peuples de Cyrus le Grand, roi de Perse, qui a permis au peuple hébreu de retourner en Palestine, de construire Jérusalem. Liberté des peuples. Deuxième progrès humain, formidable, la Grande Charte, la Magna Carta de 1215, et qui est la réaction contre un pouvoir absolu et autoritaire. L'habeas corpus, j'ai le droit à mon corps. Je ne peux pas être emprisonné n'importe comment, n'importe quoi. Le Bill of Rights, qui a été imposé au roi d'Angleterre à la suite de la révolution Cromwell, etc. Le Virginia Bill of Rights, ça c'est la révolution américaine. Elle est importante, la révolution américaine. Souvent, nous on fait passer la révolution française avant. Mais c'est elle qui a tout commencé. Quand des gens qui étaient là pour obéir se rebellent, constituent une nation et finalement vont battre celui qui paraissait tellement plus fort, et propose un attachement formidable à la liberté et à la dignité humaine. Et puis nous avons notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ça, c'est la loi de morale naturelle, typique. On croit qu'il y a un point commun entre les hommes. On croit qu'on peut parler un langage commun, même si les vocabulaires changent, etc. Alors, la plus belle réalisation dans notre siècle de la loi morale naturelle, c'est la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme. Et là, on voit cette morale naturelle qu'on avait soigneusement écartée, on voit où elle s'applique. La morale naturelle sera l'élément le plus important pour la défense des libertés et des droits face à l'utilitarisme. Alors, cette Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, eh bien, elle a insisté sur les droits fondamentaux, et en particulier le droit à la vie, le droit à la liberté, à la sûreté des personnes. Et j'en arrive maintenant à la deuxième partie, après avoir vu cette base philosophique, qui est la médecine hippocratique. Alors, la morale médicale, qui existait avant qu'on parle de bioéthique, qui est la morale de nos parents ou arrière-grands-parents, elle est toujours, une morale hippocratique. Cet Hippocrate, qui est-ce? Au fond, on ne sait pas très bien. Simplement, c'était un médecin grec du 5e siècle qui était génial et qui aimait la médecine et qui avait un certain sens de valeur. Et il a donné à la médecine un trésor, les valeurs de la profession, qui sont contenues dans le fameux serment d'Hippocrate, qui contient tout, et qui est aujourd'hui, dit d'une autre façon, dans la fameuse éthique des principes de Beauchamp et Childress. Obligation de faire le bien, obligation de la bienfaisance. La pratique médicale, elle est pour faire le bien du malade. Interdiction de la malfaisance. La pratique médicale, elle n'est pas pour faire courir des risques exagérés aux malades. Confidentialité, ce que me dit le malade, son état, etc.,
C'est un secret entre moi et lui, et je n'ai pas à le dire au dehors. Mes oreilles, mes yeux ne verront rien. Je ne répéterai rien de ce que j'ai vu. Et puis, les interdictions, qui touchent surtout la vie humaine, interdiction de l'avortement, interdiction de l'euthanasie, interdiction des relations sexuelles avec les patients. L'idéal, c'est que le médecin, selon Hippocrate, doit vivre une vie pure. Alors, le mot pur, on est en Grèce. Les Grecs, c'est l'éthique des vertus. Je ne pourrais pas la développer. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Grecs conçoivent la vie comme une crête de montagne, pas comme une plaine. Et la crête de montagne, elle est difficile. Et le but est de rester sur la crête et pas de tomber à droite et pas de tomber à gauche. Le juste milieu, mais le juste milieu qui sera toujours une lutte continuelle pour se maintenir sur la crête et monter. C'est ça la vision grecque. Une vision de défi, relever les défis. Et pour relever des défis, une lutte constante dans laquelle on s'appuiera sur des maîtres à penser, etc. Et cette lutte constante, c'est la vertu. Qui progressivement, on va progresser. Et soi-même, on pourra la passer aux autres. Et donc, le principe d'Hippocrate, c'est le médecin vertueux, c'est-à-dire que le médecin qui veut le bien de son patient et qui va se décarcasser pour le bien de ses patients. Alors, Hippocrate voyait la médecine d'une façon très moderne, sous forme d'un triangle. Il y avait le malade avec son problème, une entité corps et esprit, et pas uniquement corps, et pas uniquement esprit, une entité, il est corps-esprit. La maladie, qui était le problème, mais la maladie, elle était régie par des lois naturelles. Et Hippocrate dit, il ne faut pas aller chercher tout de suite des dieux, etc. Examiner le patient et chercher à trouver, à comprendre ce dont il souffre. Une épilepsie, ce n'est pas des démons qui agitent l'enfant. Elle a des raisons. Voilà, ça c'est le langage très, très concret d'Hippocrate. Chercher ce qui ne va pas dans la nature. Et le médecin, il va aider la nature à se guérir. Hippocrate croit dans la nature et il croit, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, qu'on a dans notre corps tous les moyens de notre guérison. Bien. Alors, ce que nous a légué Hippocrate en particulier, c'est la notion du secret professionnel, que les soins doivent être égaux pour tous, et donc que le médecin, il fera payer davantage le riche, et il donnera des soins gratuits aux pauvres. Ça, c'est hippocratique. Et puis, surtout, ne pas nuire. C'est le noyau fondamental de la pratique médicale et sanitaire. Alors, Hippocrate décrivait son médecin comme quelqu'un qui vivait en harmonie avec un certain nombre de vertus, qui étaient la courtoisie. Il est courtois vis-à-vis de son malade. Il n'est pas là pour le maltraiter, pour lui faire l'insulter. Non, il restera courtois, même si le malade n'est pas courtois. Tempérance. Lui, il évitera tous les excès, de boisson ou autre, pour pouvoir rester efficace et un bon médecin, et se lever à 4 heures du matin. Justice. Sous forme d'équité. Celui qui a le plus besoin de soins, c'est à lui que je dois donner davantage d'attention. Et on le retrouvera dans le principe personnaliste. C'est celui qui est le plus handicapé, c'est celui qui a le plus de problèmes, c'est la personne la plus âgée qui doit plus prendre mon temps. La vertu principale du médecin, c'est le jugement pratique. Il doit avoir une tête bien faite et bien assise, et pas se laisser guider par les sentiments du moment. Le médecin doit être capable, par sa raison, de discerner l'action droite et bonne qui doit être accomplie face à un problème particulier. Alors maintenant, cet apport hippocratique, il a été amélioré par le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est ce qui a précédé le christianisme, ce qui a ouvert les voies.
Le stoïcisme, c'est une grande idée. Tout être humain est l'égal de l'autre. C'est la philosophie de l'esclave et de l'empereur. Esclave, Épictète qui fonde la philosophie, et empereur, Marc Aurèle, stoïcien. Hein? Et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ça, c'est le stoïcisme. Hein? C'est une philosophie extrêmement humaine. Et donc, le stoïcien, il introduit la compassion, la devoir, et même l'attitude amicale et même d'amour vis-à-vis du malade. Le christianisme n'a aucun problème à se loger dans la médecine hippocratique qui répond à tout ce que le christianisme demande dans la relation avec l'autre. Et les paroles du Christ qui demandaient à ses disciples, à ses suiveurs de visiter les malades, hein, quand vous aurez visité, c'est moi que vous avez visité, la figure du Christ médecin qui guérit, hein, c'est une grande tradition. Donc la santé va être très importante dans le christianisme, et c'est pour ça que très rapidement, dès que les persécutions s'arrêteront, ben ce sera à l'Est, surtout à l'Est, plus qu'à l'Ouest, la création des premiers hôpitaux. Hein. C'est quand même le christianisme qui a inventé l'hôpital, qui a inventé les centres de soins. Alors au Moyen-Âge, la médecine est hippocratique, et les idéaux d'Hippocrate, donc, s'ajoutent aux enseignements chrétiens. Les médecins sont considérés comme des hommes de religion. C'est une vocation. C'est une belle vocation. Et des hommes comme Thomas d'Aquin, catholique, des écrivains juifs comme Maïmonides, considèrent que la pratique de la médecine est l'idéal le plus élevé. Un idéal plus élevé parce qu'on se donne à l'autre, parce qu'on oublie son égoïsme, etc., pour vivre dans une relation vraie avec la personne. Et le but de la médecine, c'est servir le malade pour servir Dieu. Là, on a une chose très concrète. Je sers. Alors, maintenant, sa base philosophique, c'est un mélange. Un mélange de morale naturelle et un mélange d'éthique des vertus. Et c'est comme ça que se développe l'hippocratisme. Alors maintenant, l'éthique médicale, partie comme cela, va durer jusqu'au XIXe siècle. À partir du XVIIe siècle, on peut vraiment parler d'une éthique médicale parce que c'est le moment où commencent à être développés les codes de bonne pratique. Alors, les codes de conduite. Le médecin commence à être vu comme un gentleman, hein, du côté anglais. On attend de lui une conduite relativement noble, de gentleman. Il ne fera pas payer le pauvre. Il ne bondira pas sur s'il reçoit une insulte, etc. Il sera maître de lui. Hein. Il sera calme, même dans les difficultés, même en pleine nuit, etc. Et on va avoir ces codes de conduite qui vont être développés par deux médecins anglais importants, John Gregory et Thomas Percival. Et puis plus tard aux États-Unis, Washington Hooker. Alors John Percival écrit, lui, une monographie qu'il appelle Medical Ethics. Le terme, c'est lui qui l'invente. Et c'est lui qui est fondateur. Et dans cette petite monographie, il expose de façon systématique le point de vue des médecins dans la pratique médicale, le point de vue moral. Et alors, l'ouvrage de Thomas Percival, c'était un ouvrage qui sait bien, qui était très clair, il a eu un impact, une influence considérable. Tout le monde l'a recopié. Et le premier à l'avoir recopié, ça a été l'American Medical Association, qui en 1847 a fait le Code of Medical Ethics, qui était une copie conforme de l'ouvrage de Thomas Percival. Et ce code a vécu 160 ans. Et ce code a formé des générations et des générations de médecins américains. Alors, je dois dire, c'est vrai qu'en France, on n'a pas eu l'équivalent. Hein. On a été extrêmement tard à venir dans la bioéthique. Donc, ça sera toujours, la bioéthique, elle est américaine. Et il faut le reconnaître. Alors, le code donc,
de Medical Ethics, il exposait les vertus perdurantes, les vertus fondamentales de la médecine qui doivent être réfléchies dans la pratique médicale. Le sens de la responsabilité. Je suis responsable pour mon malade. Et tous ceux qui ont été un petit peu dans les services ou autres, oui, on a le modèle de ceux qui nous ont précédés, chefs de clinique, patrons, etc., qui étaient responsables. Et qui allaient se lever au milieu de la nuit pour aller voir l'opéré pour lequel ils avaient des problèmes. Ce n'est pas un contrat. Je m'engage pour le malade. L'attitude amicale, enjouée, jamais triste. Le malade a besoin qu'on lui dise des blagues. Le malade a besoin de sourire. Le malade a besoin d'être toujours réconforté. Et même s'il vous fait la tête comme ça, il faut continuer. Donc une attitude enjouée, mais en même temps ferme. La dame diabétique qui continue à manger ses petits gâteaux, non. L'indulgence et l'humanité vis-à-vis des plus faibles. Je me rappelle, moi, j'ai été à une consultation pour les alcooliques à Lyon, alors ça c'est des lustres, et ce qui m'avait surpris, je commençais juste comme jeune interne, c'était le médecin qui était là, qui n'avait aucune illusion sur ce que c'est l'alcoolique qui buvait ses 3 à 4 litres de vin par jour, etc. Aucune. Alors on les envoyait faire leur rééducation, etc., puis revenaient, recommençaient. Et lui, très calme, il les accueillait, etc. C'est ça, une indulgence. Et il les comprenait. Il les comprenait, et il comprenait qu'ils avaient bien des problèmes à la maison, etc. Le respect du secret médical, c'est un gros problème aujourd'hui, le respect du secret médical. Le respect des autres médecins et la courtoisie vis-à-vis des autres médecins. Ne jamais parler mal d'un confrère. C'est une règle d'or. Ne jamais parler mal d'un confrère. Et Thomas Percival, l'American Medical Association, encourageait une médecine scientifique. Une médecine dans laquelle le médecin doit suivre des cours de perfectionnement, de se mettre à jour, etc. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas considérable. Alors le code américain a été revu plusieurs fois pour devenir Principles of Medical Ethics. Seulement voilà, on arrive maintenant vers le XXe siècle et vers la Seconde Guerre mondiale déjà, et le système hippocratique, il devient un peu vieux. L'érosion du système hippocratique. Pourquoi? Eh bien, le monde a accéléré son rythme, de façon accélérée, alors qu'au fond, ces codes, ils étaient pour durer, soit 160 ans, ils ne changeaient pas. Et alors, on a commencé à reprocher à la médecine hippocratique d'être paternaliste. On a eu la réflexion très juste. On ne disait pas la vérité aux malades. On disait, moi je sais mieux que vous. On n'expliquait pas bien, etc. On ne tenait pas assez compte des choix du patient. Et donc on a cherché ailleurs. Et ce mouvement contre le système hippocratique, il est parti des campus, il est parti des étudiants. Et on a essayé de trouver d'autres systèmes philosophiques pour supporter l'éthique médicale, ce qui est bien difficile. Alors, maintenant, on rentre dans les complications avec le début du XXe siècle. On ne peut pas tout faire, mais les premières complications vont venir, et je vois que l'heure a tourné. Alors, une chose, j'aurais dû le dire dès le départ, vous êtes tout à fait libre d'interrompre et de poser des questions durant le moment, parce qu'autrement, on ne répondra jamais. Et puis, je vais bien sûr déborder mon temps, mais je vais être obligé de couper court, mais ça ne fait rien. Alors, tout commence avec les débuts de l'expérimentation humaine, dans les années 1890, et au fond, on invente l'expérimentation humaine. Ce sont les médecins qui, poursuivis par la recherche, vont au fond utiliser les malades comme cobayes. Et les malades sont tout à fait d'accord, parce qu'eux, ils veulent être guéris. C'est comme ça que les médecins allemands ont testé le sérum antidiphtérique sur 70 patients. Ils ont aperçu que 6 étaient morts, alors qu'avant, ils en avaient au moins 30 qui étaient morts. Donc, ça marchait. Bantigebest, qui expérimente leur insuline sur les patients diabétiques,
qui étaient en imminence de mort. Il les tire d'affaire. Et donc se développe la médecine empirique, la médecine de la recherche clinique. Minor et Murphy, qui testent leur préparation de foie contre l'anémie pernicieuse et qui voient que ça marche. Seulement, comme la médecine devient un peu plus scientifique, elle se gonfle un peu et elle tend à outrepasser ses limites. Et déjà, on a des excès. Walter Reed à fièvre jaune, au canal du Panama. Alors, Walter Reed, il avait imaginé certains traitements contre le passage du paludisme, et comme il était éthique, c'était d'abord le médecin lui-même qui expérimentait sur lui. Et donc, il a expérimenté son traitement, qui marchait plus ou moins, sur lui-même et puis sur ses collaborateurs. Seulement, il y en a un qui est mort. Alors là, du coup, il a dit, bon, ben, on va peut-être demander aux soldats du voisinage de faire les cobayes. Bon, ça c'est Walter Reed. C'est quand même un grand nom. Et on commence à dévier de plus en plus. Entre les deux guerres, et on va voir l'influence de l'eugénisme, on commence à trouver qu'il y a une catégorie de patients ou de malades très pratiques. Ceux qui ne peuvent pas se défendre. Les handicapés, les malades mentaux, les gens dans les prisons. Et alors ceux-là, et on va les utiliser sans trop de gêne. Et c'est ça le problème, c'est une glissade. Il y a un médecin russe, Milovitch, par exemple, qui a fait une douzaine d'expérimentations sur des patients sans rien leur dire, en leur inoculant des bactéries, etc., sans rien dire. Alfred S., très intéressant comme expérience. Ils enlèvent le jus d'orange aux enfants pour voir ce que va donner le déficit en jus d'orange. Bien. Et ces enfants, ils en profitent parce que c'était des pauvres orphelins qui étaient dans l'Ebo Infant Asylum de New York. Joseph Stokes, alors lui, travaillant aussi sur les enfants, alors là, carrément, il injecte le virus actif de l'influenza pour voir après si son traitement marchait. Donc on commence à avoir de plus en plus de déviations. Et on utilise de plus en plus des détenus. Tout ça, ça passe jusqu'à la Seconde Guerre mondiale parce que les gens avaient un grand respect pour la profession médicale. Ils faisaient le bien. Car c'est vrai que le médecin, au moins jusqu'alors, c'était des gens bien, qui étaient dévoués et tout, et donc, bon, ils veulent le bien. Alors là, je vais passer sur tout ça parce que je ne vais pas avoir le temps. Il faudrait parler des choses qui se développent à ce moment-là, dans le début du XXe siècle, le développement de l'eugénisme, des stérilisations forcées, stérilisation d'office aux États-Unis, et puis après, on va avoir le mouvement en faveur de l'euthanasie qui se développe aussi, l'euthanasie utilitariste, qui va développer vers l'euthanasie eugénique, avec finalement le débouchement de Mein Kampf et l'opération T4 Euthanasia des nazis, etc. Là, je n'ai pas le temps, je coupe tout ça, mais c'est ça, ce paysage qui devient de plus en plus inquiétant, qui se dessine durant la première moitié du XXe siècle. L'eugénisme, il y a des vies qui valent moins que d'autres. Il faut améliorer la nature humaine et donc que certaines personnes ne se reproduisent pas, ou même qu'on les élimine. Il faut éliminer les bouches inutiles. Il y a des vies inutiles. C'est l'eugénisme. Et c'est ce grand principe qui est très présent. On va dire d'une autre façon, mais c'est ça. On fait un jugement sur la qualité des gens. Et on considère qu'il y en a qui valent plus que d'autres. Ceci a amené à tout ce qu'on a vu avec l'ère nazie. En 1946-1947, à Nuremberg, ont lieu le procès United States of America versus Karl Brandt. C'est le procès des médecins nazis. Un procès qui marque une pierre blanche ou noire, j'en sais rien, mais une pierre. 33 accusés, dont 30 médecins, sont jugés là pour crimes contre l'humanité, fait au nom de la recherche médicale et scientifique,
qui incluait des expériences de haute altitude, de réfrigération, d'injection du paludisme, de gaz moutarde, etc., résultant en d'innombrables morts et handicaps. 15 de ces accusés furent trouvés coupables, 7 furent condamnés à mort. Mais l'important était de montrer que ça ne pouvait pas passer. Le Monde apprit à Nuremberg que des médecins qui avaient pourtant fait le serment de se consacrer à la défense de la vie s'étaient livrés sur des prisonniers de guerre, sur des déportés, dans les camps de la mort, à des expériences sinistres qui déshonoraient la profession médicale. Nuremberg, c'est un seuil. Avant Nuremberg, on a confiance dans la médecine. Après Nuremberg, on ne pourra plus avoir autant confiance. On sait que les médecins peuvent sortir de leur gond. Il en est résulté une chose de Nuremberg, le code de Nuremberg. C'est quoi? Simplement les articles qui ont été développés par les 4 juges américains pour juger les médecins nazis. Ils les ont réunis dans ce code qui décrit la bonne pratique dans la recherche clinique. La recherche clinique sur les malades, elle est nécessaire. Mais l'important, c'est justement de la faire avec des lignes guides. Alors, ce code va définir 10 points. Le point le plus important, qui était totalement dénié par les nazis, c'est le consentement volontaire. Consentement volontaire qui veut dire que la personne doit être informée correctement et qu'elle a compris. Et qu'elle a la capacité de dire oui. On y reviendra. Deuxièmement, l'expérimentation doit donner des fruits. Elle ne doit pas être faite de façon inutile. Troisièmement, elle doit être précédée d'une expérimentation animale préalable. Et on ne part pas dans une expérimentation sans avoir une connaissance suffisante du dossier. L'expérimentation ne doit pas entraîner de douleur ou de souffrance excessive. Elle ne doit pas faire courir un risque d'handicap ou de risque vital. Le risque existe, mais il doit être proportionné. Des mesures sont prises et instituées pour protéger le sujet contre tout risque d'atteinte. Enfin, le professionnalisme. Les gens à qui est confiée l'expérimentation doivent être capables de l'expérimentation. Ils doivent être qualifiés professionnellement et ils doivent le montrer. C'est pourquoi, et ça c'est très actuel, le critère pour vous confier une expérience, c'est déjà vos publications. Plus vous avez fait de travail expérimental, plus vous avez montré que vous êtes un bon expérimentateur qui connaît son dossier, et plus on vous en la confiera. Ça, c'est le principe. À condition que vos articles soient corrects. Et ça, c'est le problème. Aujourd'hui, déontologique, des articles trafiqués, des dispositifs qui appartiennent à d'autres, etc. Ça, malheureusement, c'est un des problèmes aujourd'hui. 2 principes importants. À tout moment, le sujet doit pouvoir se retirer de l'expérimentation. Il en a, il peut se retirer. Ça, c'est très important. Et l'expérimentateur ne doit pas faire de pression pour obliger le malade à rester. Le malade est capable. Et deuxièmement, l'expérimentateur doit aussi savoir quand arrêter l'expérimentation, quand il estime que le danger est trop grand. Ces 10 points sont essentiels. Ils ont inspiré toutes les conventions ultérieures. Alors, les conventions internationales, je ne vais pas toutes les vous dire. La première, bien sûr, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est suivie par le Code d'éthique médicale de 1949, et puis, au niveau du Conseil de l'Europe, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Mais les associations médicales, elles aussi, vont développer des codes de bonne conduite. Et la plus importante, c'est la déclaration d'Helsinki, de l'Association médicale mondiale. Elle est toujours valable. Et l'Association médicale mondiale passe son temps à revoir la déclaration d'Helsinki. Ils en sont à je ne sais pas combien de révisions, la 20e, etc. Donc, et la déclaration d'Helsinki, c'est une application de la déclaration de Nuremberg. Nuremberg, les excès des médecins nazis, est-ce qu'on a appris?
Ben, pas tellement. C'est ça le drame. Parce qu'au fond, les Américains, face à Nuremberg, ont eu cette réaction, c'était les nazis. Donc nous sommes blancs comme neige. Ça, c'est un problème, souvent, aujourd'hui. On dit les nazis pour désigner, donc on se justifie. Eh bien, c'est pratique, les nazis, parfois. Hein? Et là, les Américains, eh bien, ils ont continué à expérimenter sur les handicapés, sur les prisonniers, etc., comme si rien n'avait été fait, comme s'il n'y avait pas de Nuremberg. Et on a ces scandales. En 1963, on apprend qu'au Jewish Chronic Disease Hospital de Brooklyn, on injecte des cellules cancéreuses actives chez des vieillards, sans leur demander leur avis. De 1955 à 1971, c'est des années récentes, dans une institution pour des malades mentaux à Staten Island, le Willowbrook State Hospital, eh bien, on injecte de façon systématique des groupes d'enfants handicapés avec le virus de l'hépatite. Et aux parents, on leur dit, on fait des vaccinations. Et ces deux expérimentations étaient supportées par l'administration de la santé américaine. Elles n'étaient pas faites cachées. Elles ont donné lieu à des publications, en toute bonne conscience. En 1972, on a appris qu'une expérience se déroulait depuis près de 40 ans dans la plus grande discrétion à Tuskegee, Malcolm County. Il y avait un groupe de 400 noirs syphilitiques américains qu'on observait, alors qu'on avait les moyens de les traiter, déjà. On observait le déroulement de la maladie. C'est le président Obama qui a fait les excuses du gouvernement américain aux victimes de Tuskegee et à leurs enfants. Et vient la caillou dans la mare. En 1966, H.K. Beecher, qui était un anesthésiste de Harvard Medical School, a jeté une bombe éthique dans ce domaine des bons bien-pensants. Nous sommes bons, nous sommes de bons médecins, nous faisons le bien. C'était les nazis, les mauvais. Dans le New England Journal of Medicine de 1966, il publie un article qu'on appelle Ethics and Clinical Research. Alors notez ça, c'est important. En général, en France, on ignore complètement tout ça. On croit qu'elle est arrivée là, la bioéthique. Elle a été précédée. Et Beecher présente 22 expérimentations cliniques en cours, supportées par la santé américaine, dans lesquelles le principe du consensus informé n'est pas respecté. On ne dit pas la vérité aux malades et on fait l'expérience sur eux. L'article de Beecher fait l'effet d'une bombe. Parce que ce n'étaient pas des projets, des principes exotiques ou arrivés dans les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'était des projets planifiés, connus des autorités sanitaires, financés par les autorités, qui faisaient l'objet de publications scientifiques et qui étaient complètement anti-éthiques. En 1973, Veitch et Solito ont réuni 43 expériences du même type. Alors, les Américains étaient appelés à faire un examen de conscience. Et on s'est aperçu à ce moment-là qu'effectivement, le développement de la recherche biomédicale faisait courir des risques de tels excès. Au-delà de l'indignation soulevée par l'utilisation des êtres humains comme cobayes, on sentait la contradiction entre deux éthiques. L'éthique du chercheur, qui est intéressé dans son sujet de recherche, qui va mettre toutes les ressources de ses méthodes pour le bien de la connaissance, et lui poursuit un bien fondamental, la connaissance. Et c'est là qu'il aura besoin de placebo, de manœuvres comme ça, un groupe qui sera traité, un groupe qui ne sera pas traité. Et puis le médecin, lui, qui veut donner aux patients qui soignent les soins les plus appropriés dans l'état actuel de la science. Et là, on a des frictions entre ces deux pensées. C'est vrai que quand on dit bioéthique, éthique biomédicale, on va avoir le biologiste, ou la personne, le chercheur, qui lui suit sa recherche et qui sera tenté de justifier ce qu'il fait.
de prendre ses conforts avec la recherche, et puis le médecin qui est consciencieux et qui, lui, veut le bien de son malade. Alors, les Américains vont faire une chose, ils font une commission, la National Commission for the Protection of Human Subjects, Biomedical and Behavioral Research, et cette commission, en 1973, s'assied et produit le Belmont Report, qui est un document très important. Le Belmont Report, c'est celui qui fonde l'éthique biomédicale actuelle, parce que c'est celui qui définit les grands principes de l'autonomie, de la bénéficence, de la non-malfaisance et de la justice, et qui insiste sur le respect de l'autonomie, le respect du sujet. Et nous arrivons maintenant, sous des cieux qui commencent à se charger, à la révolution biomédicale de 1945 à 1970. De 1945 à 1970, on y reviendra. Alors, les 4 principes, c'est l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Ben, je ne vais pas vous les développer maintenant, mais je vais les ai donnés. Ça, c'est les grands principes. Alors, la révolution biomédicale, il faut que j'aille rapidement, elle se passe dans l'euphorie. C'est la grande euphorie de l'après-Seconde Guerre mondiale, tout va très bien, etc. Et c'est formidable. Effectivement, il y a eu un tel effort fait durant la Deuxième Guerre mondiale pour développer tout ce qui concernait fractionnation de sang, en transfusion, et aide cardiaque, etc., qu'on en récolte les fruits. C'est malheureusement vrai, les guerres servent à quelque chose à ce niveau-là. Et la Seconde Guerre mondiale a énormément servi au développement de la médecine. La streptomycine, janvier 1947, premier médicament pour traiter la tuberculose. Ils mourraient tous et bientôt les sanas vont être vidés. La pénicilline, elle avait été découverte en 1928, mais c'était un peu comme les découvertes des Grecs. Les Grecs étaient très intelligents, ils imaginaient des machines merveilleuses et ils les plaçaient sur leurs étagères. Et ben, c'est ce qu'on avait fait avec la pénicilline. Comme les Américains étaient pratiques, quand ils ont reçu des médecins anglais qui leur ont raconté l'histoire de Fleming, ils leur ont dit « Ah oui, ils ont construit un truc énorme, avec d'énormes distillations, Pfizer, et ils ont commencé à faire la pénicilline. Et ils ont guéri tous leurs blessés. » Alors d'un côté, on avait l'armée allemande qui avait des infections et tout, et les Américains, ils étaient traités. Alors il y a une petite histoire. C'est un secret médical, la pénicilline. Et il y a eu un cardiologue de Boston, qui traitait un cardiologue pédiatricien, qui avait le gros problème des endocardites, endocardie cardiaque. Et alors, les enfants mouraient avec l'endocardite. Et il a su qu'il y avait ce truc magique. Et il a demandé à son copain, qui était général, de lui donner quelques ampoules, comme ça. Il a traité ces endocardites avec des taux, 1000 unités, et les enfants ont guéri. Finalement, il a publié une guérison magique. L'armée américaine lui a fait le procès pour utilisation de secrets militaires. Voilà ce qui s'est passé. C'est très intéressant comme affaire. La pénicilline. Méthotrexate, premier médicament dans le traitement des cancers. Lithium, dans le traitement de la maladie bipolaire. Chlorpromazine, pour la schizophrénie. Et on arrive à la première intervention à cœur ouvert, la ventilation mécanique à pression positive. Alors l'histoire est belle. Mais alors, moi, si je commence à raconter mes histoires, on se replace à Copenhague avec Bjørn Ibsen, une splendide épidémie de poliomyélite. L'hôpital est plein d'enfants qui asphyxient et qui meurent d'asphyxie. Et le pauvre anesthésiste ne sait que faire. Alors, c'est là où ça passait, il suffit d'avoir une idée. Et comme les pauvres, ils asphyxient, il prend un tube, une pompe à vélo, il fait un petit trou dans la trachée et il souffle de l'air. Puis après, il développe. Et ça a été la première assistance respiratoire. Bjørn Ibsen. Souvent, il ne faut pas des choses énormes, mais son idée a été... Et il a sauvé ces petits-enfants de la polio. Après, on aura le stimulateur, défibrillateur cardiaque, la réanimation cardio-pulmonaire. C'est important. Beaucoup de gens qui travaillent, Kouvenoven et Peter Safar. Peter Savard met au point la réanimation cardio-pulmonaire, CPR,
Et non seulement il la rend effective en 1958, mais il développe la première unité de soins intensifs aux États-Unis, et puis bientôt les premiers véhicules qui vont chercher les malades. Peter Safar, c'est un grand bonhomme. Hein. Là encore en France, bien plus tard, on s'y mettra. Bien, soins intensifs qui commencent. Alors après, l'hémodialyse, Wilhelm Koff. Ça, je le dis parce que c'est intéressant, je l'ai connu, Wilhelm Koff. Un personnage extraordinaire, hollandais. Il a développé le rein artificiel dans sa baignoire dans la Hollande occupée, hein, en 1943-1944. Ayant développé avec des millilibres, après, eh bien, les États-Unis l'ont appelé vite, et on lui a confié tout un hôpital pour faire. Et non, il n'est pas resté à la dialyse. Il a développé le cœur artificiel, puis il s'est intéressé à des tas de choses, et il avait un hôpital entier désaffecté pour faire ses travaux sur les animaux, sur les veaux, etc. Et alors, il avait un ranch dans lequel il y avait des tas d'animaux à Salt Lake City. Bien. Wilhelm Kolff, c'est un caractère, hein, ce sont tous des caractères. Le cœur artificiel créé par Wilhelm Koff, Jarvik 7, est implanté pour la première fois en décembre 82. Alors, un petit peu de modestie quand aujourd'hui on parle de notre cœur artificiel. Hein. Ça a commencé en 82. Et on a les mêmes résultats aujourd'hui qu'en 82. Ouais, mais c'est ça le problème. Bien. L'ECMO, la membrane langue, le poumon artificiel à la membrane, on développe un système avec un écran entre le sang et l'air, le gaz, et ce système ne démolit pas le sang. Ce qui fait qu'on va pouvoir oxygéner le sang hors du corps durant des jours et des jours. C'est inventé par Kolobov à NIH. Justement, moi j'ai été dans son laboratoire, etc. C'était une belle aventure, cette histoire de l'ECMO. Aujourd'hui, elle est tout à fait dans les mœurs. Hein. L'ECMO, on l'utilise. Ça sauve essentiellement les détresses respiratoires des enfants, des nouveau-nés, mais on peut l'employer dans des tas de choses. Hein. C'est intéressant de voir un système développé sur nos brebis et puis maintenant qui est devenu utilisé. L'assistance ventriculaire gauche, Kantrovis, pareil. Alors, donc un climat très optimiste. Et les budgets pour la recherche continuent à se développer. Et on considère la recherche comme un bien absolu. Par contre, l'éthique, on ne s'y intéresse pas tellement. Alors, c'est des restes attardés du monde pré-scientifique. Ça, c'est le problème. Et nous arrivons maintenant, après ce climat d'euphorie, aux inquiétudes des années 70. Alors, c'est les fameux 68. Il y a toute la révolution socio-culturelle. Il est interdit d'interdire, dont vous avez entendu parler. C'est l'époque où va se développer la pratique de l'avortement. L'euthanasie commence à être publicisée, etc. Donc, tout un remue-ménage. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Et en même temps, les sciences importantes changent. Jusqu'alors, le modèle de la science, c'était la physique fondamentale. Il était clair, net, des belles lois, la pomme qui tombe, etc., les as qui tournent, formidable. À partir de 65, le tableau change. Et ce sont les sciences de la vie qui rentrent en scène, avec la découverte du code génétique. 1953, la double hélice, Crick et Watson, puis finalement le développement de la technique de l'ADN recombinant et tous les problèmes qui vont aller ailleurs. On est passé d'une science qui ne posait pas de problème, à part qu'elle avait développé l'arme nucléaire, à une science qui pose effectivement des problèmes. Et on est en plein dedans aujourd'hui avec nos manipulations sur l'embryon, la génome editing, etc. Donc, la recherche biomédicale a fait, durant cette période 65 à 80, des percées dont on s'est tout de suite aperçu que les conséquences pour l'existence des hommes seraient considérables. Qui accroît son pouvoir, accroît ses cas de conscience. Et fatalement, des situations non prévues par les codes éthiques sont apparues, des incohérences sont apparues. Alors, c'est l'époque où commencent à se poser des problèmes.
Développement des transplantations, j'ai été rapidement. Première transplantation réussie, c'est tôt, 1954, au Peter Ben Brigham Hospital in Boston. C'est Joseph Murray qui greffe un rein, mais c'est pratique parce que ça venait d'un jumeau, donc il n'y a pas de rejet. Mais à part ça, tout le reste ne marche pas. Christian Barnard fait la première transplantation. Le vrai démarrage des transplantations, c'est à partir de 71, quand on trouve la cyclosporine et qu'on peut traiter le rejet. D'accord. Alors maintenant qu'on est arrivé à transplanter de façon efficace, se pose un autre problème. Alors on a ouvert une autre porte. Les critères de la mort. Car si on veut greffer des organes, il faut les tirer de quelque part. Et les tirer de quelque part, ce n'est pas d'un cadavre qu'on va les tirer. Il faut les tirer de quelqu'un qui a encore un cœur qui fonctionne et qui irrigue. Autrement, les organes vont être détruits. Et comment s'en sortir? Alors, on va inventer de nouveaux critères de la mort. Et ça va être le travail du comité de la Medical School, des Harvard Medical School, qui va inventer la mort cérébrale. Ils vont définir une dizaine de critères qui permettent de dire qu'un cerveau est mort, détruit. Bien sûr, l'absence des réflexes, bien sûr, la mydriase, bien sûr, la non-circulation dans le cerveau. Donc, on a toute une série. Et puis, le fait que quand on arrête le respirateur, le patient s'arrête de respirer, etc. Seulement, on arrive à avoir des malades, des graves blessés, maintenus en survie, avec oxygénateur, respirateur, perfusion, etc., pour les apporter en salle d'opération, tout rose, tout frais, etc., et là, tout déconnecter, et prendre les organes. Alors, ils sont morts. Le cerveau est mort. Seulement, ils étaient roses et frais, etc. Et c'est ça le problème. Et donc, il y a des médecins qui n'acceptent pas la mort cérébrale. Qui disent, mais enfin, vous allez prendre ces organes sur quelqu'un qui vit encore. Et là, on a une dispute qui continue encore aujourd'hui, qui n'est pas bien résolue. Deuxièmement, l'acharnement thérapeutique. C'était très beau la ventilation à pression positive. Et Dieu sait qu'on a tiré combien de malades. Alors vous n'avez pas vécu l'époque, mais moi, comme jeune interne, on n'avait pas encore ça. On n'avait pas encore les angstroms. On a vu arriver les premiers angstroms. Et je me rappelle, en particulier un malade qui avait un volet thoracique. Le volet thoracique, on ne pouvait rien faire. Alors on comprimait, etc. On ne pouvait pas. On allait alors, les premiers angstroms, on allait externe à la Croix-Rousse, là, où il y avait 2-3 angstroms qui venaient, et c'était formidable parce que des gens, des rabbis qui avaient la rage, etc., et le tétanos était maintenu en vie, c'était formidable. Donc c'était, et alors là aussi, on a participé à l'euphorie, enfin des gens qui allaient mourir et qu'on se tirait d'affaire, hein, simplement avec ce système. Seulement, on ne savait pas quand s'arrêter. On n'avait pas appris. Et alors, il y avait ce tableau clinique, on le voyait au pavillon d'urgence. Hein. Alors, le malade, les malades, ils sont polytraumatisés. Alors, il n'allait pas bien, certainement. Alors, la visite, on s'adressait au chirurgien, qui avait traité la fracture du col, etc., et qui disait, moi, non, demandez au neurochirurgien son avis. Alors, le neurochirurgien passait, oui, le malade était comme ça, il n'y avait pas qu'on ne reste pas avant. Il disait, mais demandez au cardiologue. Et alors, chacun se renvoyait la balle, et le malade restait là, alors qu'il n'y avait pas tellement d'espoir sur ce malade, et que, effectivement, il mourrait, mais bon. Et donc, on en est venu à ces situations d'overzillous treatment, d'overtreatment, d'obstination thérapeutique déraisonnable, un traitement inutile, à continuer à s'acharner. Alors, ce n'était pas le mauvais esprit, c'est qu'on était dans la perspective qu'il fallait toujours lutter pour la vie et on ne voulait pas accepter les défaites.
Et là, ça a déclenché une grosse discussion, ces excès de réanimation, avec les procès aux États-Unis, toujours avec les deux cas fameux, le cas de Karen Kinland et Nancy Cruzan. Karen Kinland, qui avait peut-être un peu trop bu ce soir-là, en tout cas, elle fait un arrêt cardiaque. Finalement, on a un 8 heures d'affaire de son arrêt cardiaque, mais elle n'émerge pas. Elle reste sous respirateur, sans conscience ni rien, et la situation se prolonge, des jours, puis des mois. Ce qui fait que la famille, à la fin, demande au médecin, mais on pourrait peut-être arrêter le respirateur. Hein, bon. Et le médecin dit, ah non, on ne peut pas. Ils vont en justice, et la cour, etc. Et alors finalement, au bout, je crois que ça a duré 10 ans. 10 ans de dispute juridique. Une cour, finalement, décide, allez, arrêtez le respirateur. Très bien, on arrête le respirateur, et qu'est-ce qui arrive? Ce qui devait arriver, Karen Kinland respire toute seule. Bien, on est reparti pour 10 nouvelles années. Ça a été le premier cas. Bon. Deuxième cas, alors ça c'est Karen Kinland, c'est 75. Et là, on commence à avoir des cas du droit à mourir. Donc de gens qui se battaient vis-à-vis des cours de justice contre les médecins pour qu'on arrête des réanimations jugées inutiles. Et le cas de Nancy Cruzan, ça a été le cas terminal. Alors elle n'était pas sur respirateur, elle était nourrie simplement avec une sonde gastrique, mais là aussi, il n'y avait pas d'espoir tellement de la récupérer. Et le cas a été porté à la Cour suprême américaine, de cour en cour, on est monté jusqu'à la Cour suprême, qui a dit que l'on pouvait arrêter l'alimentation-hydratation. Alors c'est une décision extrêmement importante, parce qu'on peut la contester. On peut considérer l'alimentation-hydratation comme absolument nécessaire à la vie. Elle l'est. Et si on veut l'arrêter, il faut dire, ah ben non, c'est un traitement. Ça, c'est le problème de la loi de bioéthique actuelle française. Bon, je ne fais pas le commentaire, mais ça a été un petit peu le problème auquel ont conduit les excès dans la réanimation. Troisième point, la naissance de l'ingénierie génétique. Et l'heure a tourné. Enfin, j'arrête. La mise en évidence de l'ADN dans l'hérédité, la découverte du code génétique, a été une vraie révolution. Et de là, on a découvert les endonucléases de restriction. Qu'est-ce que c'est? C'est les petits bistouris d'ADN. Ce sont ces enzymes qu'on trouve dans des bactéries et qui vont découper l'ADN dans des points précis. Et en utilisant ces endonucléases de restriction, Paul Bert, en 1971, a réussi à découper un morceau d'ADN d'un virus, le SV40, et de le transporter sur une bactérie. La première manipulation génétique. Paul Bert, pour la première fois, changeait au fond la constitution même génétique d'un être vivant. Et alors là, on a commencé à s'émouvoir. Parce que tout d'un coup, alors là, il y avait toute une porte qui s'ouvrait. La National Academy of Sciences, en 1974, a demandé à Paul Berg et à 10 autres chercheurs de se réunir et de discuter. Asseyez-vous, arrêtez. On ne sait pas où on va. Finalement, Paul Berg ont fait une lettre ouverte à leurs collègues en disant « il faut faire un moratoire. Nous ne savons pas encore très bien où on va avec ces manipulations génétiques. Décidons d'un grand congrès et en attendant, on arrête. » C'était la première décision, je crois que ça a été l'unique, faite par des scientifiques d'arrêter leur recherche pour un moment. C'est ce qu'on a demandé ce coup-ci, quand avec le genome editing, le CRISPR-Cas9, et on n'y est pas arrivé. Et maintenant, on est en pleine manipulation d'embryons, etc. Donc, alors, Paul Berg, on a fait une conférence, la conférence d'Asilomar, qui est très importante, en février 1975,
où tous les scientifiques intéressés par ces manipulations se sont réunis. Et finalement, on a fait les critères de sécurité. Dans quelles conditions on pourra faire ce type de manipulation? Et on a créé des laboratoires de haute sécurité pour éviter qu'une bactérie mal recombinée s'échappe à l'extérieur. Mais là aussi, ça a été très mal accueilli dans la population. Et le laboratoire premier devait être construit à Harvard Medical School, à Cambridge, en face de Boston, et la municipalité de Cambridge a fait toutes sortes de manifestations pour l'empêcher, etc. A dû faire appel à la police, c'était terrible. Hein. La peur, justement, d'une bactérie, du savant fou, qui va créer des bactéries impossibles. Troisième point, le diagnostic prénatal et l'eugénisme. J'ai dû le sauter. Là aussi, je suis obligé de sauter. Première analyse de cellules du liquide amniotique en 1956. Premier diagnostic de trisomie 21 en 1968. Et à partir de là, eh bien, on va donc avoir la voie ouverte à l'avortement médical et à l'élimination des trisomiques 21. En lui-même, le diagnostic prénatal, c'est un diagnostic éthiquement neutre, seulement les conséquences, elles, ne sont pas neutres. Et est-ce qu'on est suffisamment mûr et capable d'autocontrôle pour bien gérer l'affaire? C'est ça le problème. Finalement, en entrant maintenant dans ces années 70, on trouve une médecine plus efficace, mais moins humaine. C'est le fameux mot de David Rothman, les étrangers au pied du lit. La relation médecin-malade s'est modifiée. Longtemps, médecine hippocratique, relation de confiance, le médecin fait tout pour le bien de ses malades, et maintenant, de familial et interpersonnel qu'était l'approche des soins médicaux, et bien maintenant, la médecine, elle est devenue impersonnelle, une organisation. Elle a perdu cette touche humaine qu'avait le fameux médecin de famille, qui se déplaçait au milieu de la famille, au milieu de la nuit pour aller voir le petit qui avait la rougeole. Alors, bien sûr, le changement, il est dû à ce que la médecine est devenue plus efficace, beaucoup plus technique, l'importance de l'hôpital, sa qualification technique. Mais c'est vrai que ce qu'on gagne en efficacité technique, on le perd en humanité. On nous rappelle nos maîtres, on rappelle le professeur Froment à Lyon, pour ne pas le nommer, et l'impression qu'il nous donnait. Ce grand professeur qui mettait son stéto et qui nous faisait écouter les cœurs, petits externes, ça c'était le grand médecin. Aujourd'hui, le médecin derrière l'ordinateur. Alors qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça. Et puis ils vont me revenir après la semaine prochaine. Donc, le médecin a tendance à oublier son rôle d'accompagnant du malade. Avant, la mort faisait partie de la médecine. Et aujourd'hui, quand on n'a plus de succès, quand la thérapeutique ne marche plus, alors on se retire. Et j'en arrive maintenant, mais l'heure a vraiment tourné, à la naissance de la bioéthique. La bioéthique, elle est née comme un cri d'alarme pour ces déviations qu'on voyait se développer, en particulier dans les sciences biomédicales et en particulier à partir du développement de la génétique. Et on a eu l'impression qu'on ne pouvait plus faire confiance aux médecins, que c'était l'humanité qui devait se prendre en charge et les contrôler. Autrement, on allait une sorte de catastrophe. Donc il y a cette perspective, et alors c'est Isaac Asimov qui, prophète, disait que finalement, après avoir détruit la Terre, il faudrait trouver une autre pour aller ailleurs, parce qu'on aurait détruit notre planète. Alors la bioéthique, elle est née effectivement du genetic engineering,
Elle est née de la révolution génétique. Elle est née de ce cri d'alarme et de la peur devant cette possibilité de toucher le cœur même de la vie que donnaient les manipulations génétiques. Et là, les gens se sont émus. Deux types de personnes se sont émues. Les religieux et les philosophes. Les religieux, eh bien, Joseph Fletcher, qui était épiscopalien, Paul Ramsay, qui était néo-calviniste, et Richard McCormick, qui était jésuite et catholique, ont les trois agi, concertés, pour instaurer une réflexion, justement, sur tous ces développements. Et on a entré dans le cercle des conférences. Il y a eu 10 ans, on est passé de conférence en conférence, dans lequel des gens compétents sont venus présenter les développements des sciences biomédicales et dire alors où on en est, jusqu'où va-t-on, est-ce que c'est bien le bien de l'homme que l'on cherche. Et donc on a eu tout un développement qu'on avait ignoré d'une réflexion morale qu'on avait cru du temps passé. On s'était aperçu que l'éthique était importante. Daniel Callahan, c'est un philosophe, Daniel Callahan. Et si les Fletcher, Ramsay, McCormick, c'était des religieux, et parce que les religieux avaient un gros avantage sur les non-religieux, c'est qu'ils étaient habitués aux questions morales. Et oui, quand vous êtes un religieux, vous entendez les confessions, vous voyez des gens, donc vous savez ce qu'est la vie. Et vous savez discerner les situations. Vous savez conseiller les gens. Et donc les religieux étaient beaucoup plus à même de rentrer dans l'éthique que les non. La pratique du discernement et la pratique de la casuistique, du cas par cas, elle était là déjà. Et donc elle va servir. Et c'est la casuistique catholique qui va permettre d'ailleurs la fondation de la bioéthique. Alors, Louis Callahan, il s'intéresse aux pluridisciplinarités. Et il va réunir tout un groupe de médecins, de philosophes, André Legers, Katz, Gehling, Cassel, Towers, Léon Cass et Edmund Pellegrino. Et tous ces gens-là se réunissent et ils vont se réunir dans un coin qui s'appelle Hastings Center, près de New York, en 69. Et de ces réunions, une fois par semaine, dans lesquelles on a des spécialistes de différentes branches qui viennent, qui exposent, et on discute ensemble, au fond, naît une habitude d'échange et de discussion entre des domaines différents, entre des spécialités différentes. L'interdisciplinarité naît à Hastings. Et Hastings devient, au fond, le premier centre de bioéthique qui ne dit pas encore son nom, parce que la bioéthique elle-même, elle n'existe pas. Il publie un journal, le Hastings Center Report, et il existe toujours. Donc Callahan, un grand personnage. Deuxièmement, Van Rensselaer-Potter. Alors, ce nom, il faut le retenir. Van Rensselaer-Potter, qui était un cancérologue, en 71, lui aussi jette une pierre dans la mare avec son bouquin Bioethics, A Bridge to the Future. Et c'est lui qui fait rentrer le mot de bioéthique dans le vocabulaire. Il introduit quelle notion dans ce bouquin? Émotif, d'accord. Il est émotif. Et il voit de grosses menaces. Mais sa parole est la responsabilité. On doit être responsable. On ne doit pas fermer les yeux. Hein? Quand on a pensé à tout le développement de l'industrie plastique, tous ces sacs, etc., puis tout ce qui est arrivé avec les sacs qui sont au milieu des océans, c'était l'irresponsabilité totale. On est très bon à être irresponsable. Quand on a démarré les centrales nucléaires sans savoir les démonter, c'est de la totale irresponsabilité. Van Rensselaer-Potter demande à ce que chacun soit responsable et se sente responsable, que ce n'est pas l'affaire de spécialistes, que c'est l'humanité, le sort de l'humanité qui est en jeu. Et il parle de survie. Il faut assurer la survie de l'humanité.
Ce bouquin, c'est un cri d'alarme et un appel à la non-spécialisation. La bioéthique doit être l'affaire de tout le monde. Et donc, elle doit être ce qu'on fait quand on fait des réunions locales sur des thèmes, etc. Elle n'est pas uniquement une affaire réservée aux médecins. Troisième point, André Legers. André Legers, c'est un médecin, un pédiatre assez maladif, hollandais, je crois, qui arrive aux États-Unis, qui arrive à Washington, à Georgetown, dans l'université de Georgetown, et qui, lui, est décidé à développer une bioéthique. Il appelle Paul Ramsay, à venir avec lui, et ils vont créer, avec Edmund Pellegrino, le Kennedy Center, Bioethics Kennedy Center, à Georgetown. Alors, ce Kennedy Center est le premier centre de bioéthique au monde et le plus connu. Et le premier, au niveau qualité des connaissances et tout, c'est le Kennedy Center qui a développé l'Encyclopedia of Bioethics. Les grands noms de la bioéthique sont au Kennedy Center. Les grands noms, ça va être Beauchamp, Childress, Edmund Pellegrino, Veitch, le roi Walters, etc. Et ces gens de grande qualité, travaillant ensemble, vont développer la bioéthique comme une interdisciplinarité et une science qui s'enseigne. Et c'est ça l'originalité. Un peu en France, la bioéthique, on en reste au stade un peu lyrique de l'incantation et on ne l'enseigne pas. On croit que tout le monde. Non. Ça, c'est donc le grand message du Kennedy Center, c'est que la bioéthique, c'est une science, qu'elle a des lois, qu'elle a des critères, qu'elle a des schémas de discernement moral et que donc on doit les savoir. À partir de là, vont se créer d'autres centres de bioéthique. Le premier centre, c'est l'Institut de bioéthica du Centro Borja à Barcelone, puis le centre de bioéthique de Montréal, à Louvain, centre de l'unité catholique de Louvain en 83, puis en 85, le Centro di Bioetica de l'Université Cattolica del Sacro Cuore à Rome, qui est l'université Gemelli, et puis finalement, pas de centre en France, hein. Les comités d'éthique. Nous, on est passé au comité d'éthique. Alors, le problème des comités d'éthique, ce sont des comités à qui est confiée une charge de discernement pour donner un avis sur une question bioéthique et qui donne un jugement général non contraignant. Le problème de ces comités de bioéthique, qui sont au fond des conseils pour donner un avis à partir de personnes compétentes, est la désignation des membres du comité. Dans mes centres de bioéthique, on faisait rentrer tout le monde, tous les gens compétents, etc. Et c'était vraiment pour la discussion et pour arriver progressivement à un résultat. Là, le comité d'éthique, il a un aspect pragmatique et décisionnel, avec des gens qui ne pensent pas pareil. Et c'est ça le problème. Premier comité, President's Commission par Reagan, puis le Warnock Comité, etc. Bon, je passe rapidement. La bioéthique devient une discipline. Et ça va être l'impact du Kennedy Center, du Kennedy Institute of Ethics à Georgetown. Beauchamp et Childress vont poursuivre la réflexion éthique et vont donner leur bouquin Principles of Bioethics. Fondamental. Le point de départ, c'est le Belmont Report de 1979, qui avait établi noir sur blanc les principes: respect de l'autonomie, bénéfice, ne pas nuire, maximiser les bénéfices, minimiser les effets contraires et la justice. Beauchamp et Childress vont prendre ces 4 principes et les inscrire dans leur bouquin Principles of Biomedical Ethics. C'est la Bible de la bioéthique.
qui a été réédité à un nombre considérable, traduit dans toutes les langues, et c'est sur ces principes que toutes les discussions dans les grandes assemblées se font. Que ce soit au DHBO, au Conseil de l'Europe, que ce soit à l'UNESCO, etc. Et c'est donc le principlisme, ce qu'on appelle. Alors, ces principes, ils se rapprochent de la morale naturelle, en fin de compte. Morale naturelle qui avait été rejetée, et là, on y revient, parce qu'on pense que quand même, peut arriver à se mettre d'accord, qu'il y a un certain nombre de points, de biens, sur lesquels on peut se mettre d'accord, qu'on peut avoir un langage commun. Là, c'est ça. Il y a un je crois, un credo. Je crois qu'il est possible de se mettre d'accord, même avec des points de vue différents, parce que nous avons la même nature humaine. Et nous avons les mêmes désirs des biens fondamentaux. Ça, c'est ça le message de la morale naturelle. Et c'est ce qu'ont essayé d'écrire à leur petit niveau Beauchamp et Childress, avec bien sûr une critique facile. En conclusion, eh bien, les fondateurs de la bioéthique à Georgetown, Beauchamp et Childress, savaient bien ce qui allait se passer. Qu'à peine sortis de ce cadre universitaire, philosophique et éthique, la bioéthique allait tomber victime des modes de pensée et de toute cette mosaïque qui compose notre société libérale, toutes ces tendances. Mode de pensée eudémoniste, mode de pensée hédoniste, mode de pensée libéral, mode de pensée radical, mode de pensée pragmatique, mode de pensée utilitariste, mode de pensée sociobiologique, mode de pensée évolutionniste, la question des droits, des non-droits, etc. Ce foisonnement, cette mosaïque de tendances. Et c'est là-dedans que tombe la bioéthique. Et alors, à chaque point de vue anthropologique correspond une bioéthique particulière. Ce qui fait qu'à la limite, on pourrait complètement désespérer de la bioéthique. Et de dire c'est du plaquage. Que finalement, on en arrive à quoi? À faire un consensus. Ou pire, à voter. Alors, le vote, c'est la fin de l'éthique. C'est-à-dire que le plus fort gagne. Et ça, c'est la fin de l'éthique. Donc, je ne vous parlerai pas ce soir de l'éthique de la discussion, etc. Mais il est possible d'entrer en discussion en reconnaissant la valeur du point de vue de l'autre, ce qu'il a de positif, et en présentant son propre point de vue. La bioéthique aujourd'hui, elle est toujours en développement. Et elle s'ouvre sur bien des points. Et elle s'ouvre, comme je l'ai dit, sur l'écologie humaine, etc. Elle doit s'enseigner. On ne la trouve pas. Hippocrate, morale naturelle, disait « Oui, c'est accessible à la raison, mais il y a des sages qui ont travaillé les questions et qui peuvent vous donner quand même de l'avantage. » Donc, avant de se qualifier soi-même de sage, il est bon d'aller chercher des informations et des réflexions sur ceux qui ont réfléchi aux questions. Merci. Étant donné que vous avez quand même, par manque de temps, passé pas mal de diapos sur des sujets qui étaient, mine de rien, assez intéressants, est-ce que ce serait possible de récupérer vos diaporamas? Dans ce cas-là, pour le passer, on le fera sur la plateforme de e-learning, sur le campus. On s'arrangera. Oui. Bon, ben, ça a été tellement... Bon, alors, j'espère que vous avez trouvé une question ou deux. Mais pour finir, il y a quand même une leçon. Alors, moi, je suis tout à fait pour le progrès, pour la recherche. Tout à fait. Avec des lignes guides, tout à fait. Maintenant, quand même, sur le plan médical, la médecine doit rester hippocratique. C'est ça la grande question. Dans son esprit. C'est-à-dire, on doit conserver cette relation médecin-malade qui est au cœur de la médecine. Si on perd cette affaire, on perd tout. Et on va vérifier. Les gens, moi je vois les personnes âgées que je vais visiter, etc. De quoi ont-ils besoin d'abord? D'un contact, d'une parole. C'est ça qui les remet sur pied. Oui, bien sûr, de pénicilline. Mais
le contact, il est considérable. Dans les médecines traditionnelles, voilà, la médecine africaine, bon, la relation entre le médecin et le malade, elle est essentielle. Toucher, examiner, parler. Aujourd'hui, on ne touche plus. Palper. C'est extrêmement important. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ne pas devenir des médecins derrière l'ordinateur. J'arrête mon discours. Bon, alors, on va voir, il y aura plusieurs intervenants. Personnellement, en tout cas, j'essaierai quand même de me tirer. Mais aujourd'hui, c'était quand même très long. En même temps, c'est bon, si vous avez une question qui vient à la tête, de la dire durant. Parce qu'à la fin, on a oublié, ou on n'ose plus rien dire. Ça, c'est une chose. Vous avez d'ailleurs l'énoncé des programmes. Une bonne chose, parfois, c'est si vous avez une question particulière, de la préparer. Un petit papier, vous la passez au présentateur, ce qui fait que ça permet de la traiter mieux. Parce que sans ça, moi je fais un discours général, mais je ne sais pas un peu quelle est la question qui vous préoccupe plus particulièrement. Merci Monseigneur. Je pense que pour cette première leçon, c'était vraiment très magistral et très, très dense. Alors, il y a beaucoup de sujets ont été évoqués, donc vous allez, tout au long de l'année, ça va être repris, donc ça va générer aussi d'autres questions. Donc n'hésitez pas effectivement au fur et à mesure, sinon de poser des questions, même en amont, pour que les différents professeurs puissent vous répondre. Et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour entendre le professeur Jean-Marie Meyer. Voilà, et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.